Ah ben je reçois ce qu'on m'a promis pour l'instant, hein. Je vais pas dire que ça surprend, hein, parce que je reçois un peu ce qu'on m'a promis. Alors avant de commencer, il faut que je parle d'une part à nouveau des graphismes qui sont les plus moches qui ont été jamais faits jusqu'à présent. Je veux dire, je me suis plaint sur l'épisode 27 qui était déjà pas mal moche, mais alors là c'est encore un cran au-dessous, hein. Je veux dire, ça me conforte un petit peu dans l'idée que lorsque j'ai commencé à me faire un peu plus au graphisme, je pense que ça venait vraiment du fait que ça s'améliorait un petit peu, quoi. C'était un peu en dents de scie, mais voilà, l'épisode 27, c'était une espèce de pic de bas qu'on atteignait, et on remontait un petit peu. Et là, on est retombé à un gros pic de bas qui retombe. C'est... Si. Waouh, c'est tellement difficile de décrire ça de façon claire sans vous le montrer, hein. Je pense que je vais vous mettre des images, hein. Allez, ça fait chier, je suis obligé de faire du montage. Parce que, punaise, je pourrais faire facilement un top 20 des gueules d'arriérés qu'on donne aux personnages avec ces espèces de dessins faits avec 3 francs. Vraiment, hein, ils avaient 3 sous pour tout foutre, hein, vraiment. Et donc, à certains moments, les expressions, les visages qu'on donne, quoi, les dimensions, les proportions, les lèvres, les trucs comme ça, tout ça, mais ah, c'est euh, du travail quasi amateur, hein. Je veux dire, sérieusement, il y a énormément d'amateurs qui peuvent faire beaucoup plus joli que ça aujourd'hui. Alors à l'époque, j'imagine que c'était un peu plus compliqué, mais voilà, on sent que les animateurs ont été totalement pris par le temps. Ils devaient faire rapidement ces épisodes et donc on n'a pas le temps, on fait ça vite, on chie ça vite. Et apparemment, vu le scénario qu'on leur donne, ils n'avaient pas forcément envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc on a eu droit à ça. Je veux dire, sincèrement, je vais vous montrer un exemple, un extrait, et j'ai rien retouché. C'est comme ça que c'est montré dans l'animation. Ah, donc déjà, d'un point de vue technique pur, ça te casse vraiment pas des briques, hein. Vraiment, vraiment pas des briques. Ouf. Donc, maintenant que c'est dit, on va voir le scénario qui va partir sur un nouvel arc qui risque de ne pas voler haut du tout, hein. Au passage, on commence avec une espèce de résumé de tous les événements qui se sont passés sur l'île sur 2 minutes. Voilà, donc un gros résumé de 2 minutes en intro parce que voilà, il fallait remplir l'épisode. Il va y avoir pas mal de petits flashbacks rapides sur des événements qui se sont passés, qui font tellement tâche avec le niveau graphique de l'épisode central. C'est affreux. Et voilà, on poursuit là, on s'était arrêté avec un Garfish qui se dirige vers le Reine Noah. Alors on ne sait pas s'il atteindra ou pas. Il y a Ayrton qui fera le con parce qu'il pensera que ce sont des secours. Parce que personne n'a pensé à lui parler de gargoyles et des garfiches. À aucun moment ils se sont dit tiens ce serait bien qu'on le mette au parfum pour ça. Il est un petit peu avec nous, non, il faut qu'on le prévienne seulement maintenant. Donc voilà, on va avoir une espèce de quiproquo. Pendant 1 minute 30 il essaiera de les appeler, on l'empêchera, tout ça, tout ça. On va voir ensuite, on verra le Garfish qui immergera sous l'eau, donc voilà, on ne sait pas ce qu'il fait, il va suivre le Reine Noah, est-ce qu'il l'atteindra ou pas, on aura la réponse plus tard dans un épisode ultérieur. Ouais, il y a tout le monde qui demandera à Jean ce qui s'est passé quand il a trouvé Nadia, et il leur dit, vous savez, on a vécu des tonnes de trucs fous, donc un flashback rapide pour gagner un petit peu de temps d'animation, et ouais, il y a des tonnes de trucs tellement fous qu'on a vécu, vous risquez de ne pas me croire. Donc voilà, je vais vous raconter ça, mais attendez un petit peu. Et je me dis, pourquoi tu ne le racontes pas tout de suite? Et puis en quoi c'est si extraordinaire? T'as découvert une grande machine géante, t'as vu que l'île s'effondrait, tout le monde a compris qu'elle se déplaçait, que c'était pas naturel. Tu leur expliques que c'est une grande machine il y avait une organisation technologique en son centre, et je pense que la plupart comprendraient, Hanson en particulier. Non, tu dis, ah non, je garde ça pour plus tard parce que je suis pas sûr que vous soyez prêts pour ça, je me sens pas prêt à raconter ça. C'est n'importe quoi. Et il aurait dû leur raconter au début de l'épisode précédent, hein. Je comprends pas pourquoi il garde ça, c'est complètement stupide. Vraiment. Enfin bon, là, il discute un tout petit peu de ce qu'il
pense faire, puisque maintenant c'est direction Afrique pour retrouver Tarte et Sauce. Et juste après ça, il y a un vaisseau de gargoyles qui approche et qui les attaque, mais super rapidement. Donc on ne sait pas comment ça se fait qu'il les ait suivis. J'imagine que le Garfish les a repérés, sans doute. Et ils font rien du tout, ils n'ont pas le temps de réagir un tant soit peu, que ça leur tire sur leur ballon hein, qui leur permet de voler, et à cause de ça, dans une animation ultra recyclée en boucle, ils sont complètement expédiés et finiront par s'échouer dans un petit village d'Afrique. Parce que voilà, ça tombe bien. Ah oui, ça va être le bon gros ça tombe bien cet épisode. Ça tombe bien, ça leur a donné suffisamment d'accélération pour atteindre la Terre. Hein, ils auraient pu s'échouer dans la mer, mais non, 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 hein, la Terre, hein, c'est bien goupillé ce truc-là. Et ils ont échoué donc dans un village africain. Euh, voilà, hein, au passage, avec le Garfish qui fait un gros tonneau qui s'écrase, mais bien quoi, et ils ont aucune séquelle quoi, ils sont juste un petit peu sonnés. Ah voilà, c'est le petit détail, hein, dans la réalité, ils devraient être sévèrement blessés, voire morts, mais bon, hein, ça c'est pas grave, c'est un détail, hein. Je suis habitué à ce genre de facilité hein, dans ce genre d'animation. Donc voilà, ils sont accueillis par les indigènes du coin qui sont pas super contents de les avoir vus détruire une de leurs huttes. Je pense hein, que c'est ça, hein. De toute façon on n'explique pas particulièrement pourquoi ils leur en veulent. Il y a un délire de plus sur Ayrton, putain de merde, il sert à rien ce con quoi, il fait perdre du temps ce con là, qui a l'air de croire qu'il peut leur parler en disant toujours le même mot, Jumbo, Jumbo. Et non, ça marche pas. Le mec il s'y croit trop alors qu'il y connaît rien, c'est drôle hein, waouh! Et donc ils finissent par se tous ficelés et sur le point de se faire, je sais pas si c'est brûlé ou scalpé ou une connerie comme ça, c'est pas clair, hein. De toute façon on s'en fout, hein, ça ira pas plus loin. Et c'est là qu'il y a le beau gosse de la tribu. Et parce que tous les autres, ils ont un modèle assez typé de personnages honnêtement hein, oui parce que ce sont des Africains donc ils ont un modèle un petit peu typé. Bon on leur fait pas des grosses lèvres bien grasses hein. Je reconnais que là ça évite cet écueil, ça évite cet écueil là, mais c'est quand même un peu typé. Et ouais quoi, il y a le beau gosse de la tribu hein, le seul qui se démarque vraiment et qui les approche et qui reconnaît le talisman de Nadia. Hein, parce que comme par hasard, et ça tombe bien, ils vivent pas très loin de Tarte et Sauce. C'est vraiment, hein, ça tombe bien comme par hasard. Et donc, voilà, il reconnaît cet héritage de Tarte et Sauce. Et grâce à ça, il considère que ce sont pas des ennemis. Alors qu'ils auraient pu piquer ce talisman, ils auraient pu se le fournir de différentes façons, mais non. Forcément, poser des talismans, ça signifie qu'on est gentil et qu'on est du bon côté. Hein, une fois de plus, hein, pas super réfléchi nos personnages. Hein. Heureusement qu'ils ont raison hein, de penser ça. Hein. Donc, Nadia est assez subjuguée par ce beau gosse au point d'en tomber un petit peu amoureux, hein, je veux dire, de façon un peu cartoonesque, genre, waouh, il est trop beau, il me dit des mots un petit peu jolis, ah, j'ai des cœurs dans les yeux, des trucs animants. Ça va être un petit peu le petit délire entre ces deux-là. Et ouais, je trouve ça tellement irritant et tellement hypocrite en fait de la part de Nadia qui, durant une bonne partie de la série, était jalouse envers Jean alors qu'il s'intéressait à d'autres femmes. Alors que c'était même pas par désir amoureux ou quoi que ce soit, c'est juste parce que voilà, il aimait passer du temps avec Electra, parce que elle lui permettait d'avoir plus de connaissances. Jamais il l'a considérée comme une belle fille pour laquelle il craquait vraiment. Par contre là, Nadia, elle craque pour le beau gosse, hein, sans équivoque. Ah, donc hypocrisie qui me gêne pas mal de sa part. Il y a même Marie qui pointe un petit peu à comment elle peut faire ça à Jean. Je suis assez d'accord de ce point de vue-là. Mais bon, je sais pas, est-ce que ça va être poursuivi un tant soit peu ça? Ça sent la grosse parenthèse chiante et sans intérêt. C'est comme dans les nombreuses petites intrigues dans les Mystérieuses Cités d'Or saison 2 et 3, vous voyez, quand un de nos héros du trio
principal avait une petite connexion vaguement romantique avec un personnage de passage, et puis lorsqu'il partait, bah, c'est parti, c'est fini quoi. À la prochaine, c'est ce genre de truc. C'est ce genre de délire. Ça sent un petit peu ce délire à la con, et limite, je pourrais vraiment m'en passer, sérieusement. En tout cas, voilà, il lui montre un petit peu le coin. Il lui dit que ce talisman vient des cités d'argent qui connaissent donc Tartessos et que là-bas ils avaient vraiment des grandes technologies. Et il lui parle un petit peu des divinités, des totems qu'il vénère. À un moment donné, on voit un totem qui ressemble à peu de choses près exactement à King. Pour une raison qui m'échappe totalement, parce que King n'est pas particulièrement lié au passé de Nadia. King, c'est l'animal de compagnie qu'elle s'est fait quand elle était au cirque. Donc pourquoi devrait y avoir un totem qui ressemble exactement à King? Enfin, j'imagine que le lion blanc d'Afrique, c'est un truc, je vous cache pas, je suis pas un spécialiste, hein. Il me semble que l'Afrique a des lions blancs. Donc peut-être que ça joue, mais putain de merde quoi, c'est exactement la même expression à la con, et vraiment une fois de plus très humanoïde quoi pour un lionceau quoi, c'est tellement bizarre. Et en plus, on montre ses testicules, quoi. C'est peut-être moi qui vois les choses de travers, mais putain, ça, c'est ses testicules, quoi. On représente ses testicules sur le totem. Ok, ça vous apporte quoi de faire ça? C'est complètement con. Ouais, quoi, il y a cette espèce de petit batifolage à la con, tout le monde parle un petit peu de tout et de rien, ils sont un peu posés dans le coin, ça va pas beaucoup plus loin. Il y a Hanson et Jean, surtout Hanson, qui bosse sur le gratin, puisque une fois de plus, il a des problèmes, il faut le réparer, bah ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas. Et étant donné qu'on n'a pas de conflit sur le coup, on va en créer un totalement forcé, parce que King se sent délaissé du fait que Nadia s'enamourache d'un autre. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Et il va faire exactement la même chose que dans Attila le délaissé, l'épisode Attila ou King le délaissé, où il va décider de partir un petit peu dans son coin. Genre, pas de fuguer, j'ai le sentiment qu'il veut juste se balader tout seul, réfléchir, voir un peu les trucs tout seul, quoi. Et donc, il se dirigera vers son fameux totem qui le représente totalement. Et une espèce d'ouverture, une espèce de porte dans l'espèce de temple qui est à côté, où d'une part, au centre, il y a une canette avec le logo de Gargoyle. Alors j'imagine que ça correspond à Tartessos, j'avoue que j'ai pas fait gaffe à ça dans le flashback sur Tartessos, mais donc peut-être que ça reprend la symbolique de Tartessos et donc peut-être d'Atlantide. En tout cas voilà quoi, il y a une boîte de conserve là, il la bouffe, et elle était en offrande sur l'hôtel ou un truc comme ça, pourquoi? Est-ce qu'on va avoir une explication à ça? Parce que ce serait cool qu'on l'explique. Moi je trouve ça complètement bizarre que vous mettiez ça en place, quoi. Enfin bref, il bouffe le contenu de cette boîte de conserve. Bon, sans bouffer toute la conserve avec, contrairement à la première fois qu'on l'a vu ouvrir une conserve, il y a du mieux déjà. Et il finit par bouffer une espèce d'eau rouge sacrée, qui est la potion magique du village. Au début, je me suis dit, tiens, c'est une espèce de curry liquide ou quelque chose comme ça. Non, 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 non. Il y a Ama, c'est l'Indien beau gosse, qui finira par dire à Nadia et compagnie, c'est notre potion qui nous rend surpuissants. C'est exactement comme ça qu'il l'a dit. Donc c'est la potion magique du village. Les descendants des Gaulois. Sérieusement. Et ouais, King est totalement pris dans le délire qui finit par courir comme un dératé. Ah, je suis trop puissant, j'ai envie de courir à fond comme un taré pour rien. Et donc tout le monde finit par le suivre en courant derrière. Et au bout d'un moment, King finira par tomber sur une petite caravane qui est menée par un mec avec la
belle moustache de connard. Vous voyez, la belle moustache de connard qu'on montre toujours de la part de l'enfoiré de service, et qui est en fait une espèce de voleur du coin. C'est quelqu'un qui veut piquer un petit peu les objets, se faire des richesses sur le territoire. Et donc, en découvrant ce petit lionceau blanc, il se dit, tiens, cool, je vais pouvoir l'utiliser. Et lorsqu'il voit Ama et les autres se diriger vers lui, tout de suite, il leur étale King avec une croix, en le mettant sur une croix. Il a fait ça rapidement, à l'espace de 30 secondes. Je sais pas, c'est quoi votre putain de délire avec ça? Pourquoi vous faites une fixette sur le fait de crucifier les personnels? C'était déjà le cas dans l'épisode 7 et 8. Genre, ouais, je tiens Nadia, regardez, elle est crucifiée. Déjà, je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon, au moins, je comprenais un tout petit peu de la part de Gargoyle, vu qu'il a ce petit complexe de Dieu de faire ça. Un tout petit peu. Par contre, je comprends pas pourquoi le mec fait ça, quoi. Pourquoi tu mets sur une croix, c'est complètement con. Et donc, il leur dit, ouais, je veux que tu me donnes le trésor de ton village, sinon j'abats ce petit lionceau et cliffhanger. Pas génial, hein, c'est pas fameux cet épisode. Waouh. Bon, outre la qualité visuelle qui est à chier, non mais vraiment à chier, c'est le plus moche que j'ai jamais vu jusqu'à présent, et il y avait de la concurrence avant un petit peu, quoi. C'est plat, l'intrigue vient comme un cheveu sur la soupe, ça sort des comme par hasard complètement grossier, c'est très très médiocre, quoi. Je dirais pas que c'est l'un des pires épisodes qui soit, parce que au moins ça montre un tout petit peu des relations de personnages, la façon dont sont amenées les choses, même si c'est grossier. Je trouve pas que ce soit aussi affligeant qu'à certains moments où j'ai l'impression de totalement perdre mon temps. Là, j'ai le sentiment qu'on va un peu perdre notre temps avec ce conflit, avec l'espèce de voleur et tout, qui a un peu capturé King, mais ouais, ça partira sur une sous-intrigue qui sera contenue sur une petite durée qui peut être pas si affreuse que ça, pas génial, clairement pas génial, pas si affreuse que ça. Donc voilà, ces trucs-là, je trouve pas que ce soit si mauvais que ça. C'est pas bon, mais c'est pas ultra mauvais. Donc c'est pour ça que j'irais pas dire que c'est l'un des pires épisodes qui soit. Mais ça reste mauvais. Ça reste mauvais. Parce qu'on force tellement de choses, quoi. C'est ça le truc. On force tellement de choses et au bout d'un moment, ça devient un peu trop ridicule. Mais bon, les choses qui sont forcées, c'est pas les pires choses qu'on puisse faire. Et ouais, j'ai moins le sentiment qu'on se foutait de ma gueule, contrairement à l'épisode 26, par exemple. Là, l'épisode 26, je foutais bien totalement de ma gueule, quoi. Non, il faut voir un peu comment sera poursuivi par la suite. Après, je vous cache pas que oui, faire de King la victime à sauver, je trouve pas ça folichon comme concept. Vous auriez pu trouver mieux. Genre, si ça avait été quelqu'un d'autre comme Jean ou... pas Marie, pas Marie ou Nadia, quoi. Heureusement que c'est pas Nadia qui se fait capturer pour la énième fois, hein. Mais j'en sais rien. Quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre qui se serait fait capturer, qu'il faudrait sauver. Quelqu'un qui change d'habitude. Voilà, ça aurait pu être Jean, ça aurait pu être Grandis, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais partir sur King, je trouve que c'est un peu trop facile. Et la façon dont c'est amené, une fois de plus, c'est trop forcé. Et donc voilà, c'est mauvais. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait clairement pu être meilleur, hein. Et ça ne présage rien d'extraordinaire pour la suite, comme on m'a prévenu. Donc, je vais pas m'attendre à grand chose dans ce qui va suivre, hein. À bientôt pour l'épisode 33. Bye.